Okay, meine Damen und Herren, dann freue ich mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen und insbesondere unseren Gast Arnaud Esquerre begrüßen zu dürfen, der gemeinsam mit Luc Boltanski ein sehr interessantes und auch wichtiges Buch geschrieben hat. Das heißt auf Deutsch Bereicherung, eine Kritik der Ware. Es hat weltweit für Furore gesorgt. In Lateinamerika, in Brasilien zum Beispiel, aber auch über ganz Europa hinweg, in Frankreich natürlich sowieso. Auch in Deutschland ist es zum Beispiel vom Art Express als Buch der Stunde bezeichnet worden, vom Deutschlandfunk als ein monumentales Buch zum Verständnis der neuen narrativen Logik der Ökonomie. Und Dirk Hohnsträter hat es in Soziopolis einen wegweisenden Beitrag zum Verständnis der Gegenwart genannt. Ich will jetzt gar nicht in die Tiefen hineingehen, was das Buch alles tut und kann, weil das wird uns Herr Esquerre gleich selbst darlegen. Der zweite Autor, Luc Boltanski, konnte leider nicht kommen wegen eines plötzlichen und schwerwiegenden Krankheitsfalles in seiner Familie. Das ist sehr bedauerlich, aber wir freuen uns umso mehr, dass Herr Arnaud Esquerre da ist. Er ist ein außerordentlich interessanter Sozialwissenschaftler. Er ist Soziologe und Forscher am Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, das Sie wahrscheinlich kennen in Frankreich. Genauer gesagt leitet er ein Forschungsinstitut mit dem schönen Namen IRIS, nämlich Institut de Recherche Interdisciplinaire an der EHESS in Paris. Er hat seine Qualifikationsarbeit geschrieben über den Kampf, über den staatlichen Kampf gegen als Sekten qualifizierte Gruppen und hat eine Reihe super interessanter Sachen gemacht, von denen man, wenn man genauer hinguckt, für die Soziologie sehr interessant sein. Zum Beispiel die Bedeutung von Film und von Filmstrukturen oder von Berichten über extraterrestrische Erfahrungen und Begegnungen, UFOs zum Beispiel, und hat deren Erzählstruktur analysiert auf die Bedeutung hin, die sie für, was man daraus sehen kann, aus unserem Wirklichkeitsverständnis und unserem gesellschaftlichen Konzept. Und das Gleiche hat er auch mit der Frage der Astrologie des 21. Jahrhunderts getan. Heute aber spricht er zu uns über das Thema der großen Transformation mit einem Fokus auf den Staat unter dem Titel Naissance du Capitalisme intégral. Begrüßen Sie mit mir Arnaud Esquerre. Sie haben das Wort. Et je voulais donc excuser, comme l'a dit le professeur Hartmut Rosa, Luc Boltanski, qui a dû rester à Paris et qui n'a pas pu venir. Mais nous avons préparé cette intervention ensemble. Et je voudrais remercier les deux traductrices qui vont traduire mon propos, car je parle trop mal allemand pour intervenir en allemand. Nous avons prévu, Luc et moi, et je suis tout seul, de présenter en fait une intervention liée à la grande transformation par rapport à la thèse que nous avons développée dans ce livre Bereicherung, qui est sorti en allemand l'année dernière chez Suhrkamp. On a souvent mis l'accent dans les transformations du capitalisme depuis les années 1980 sur des changements liés à la réorganisation du tissu productif et du travail, travaux qui ont par exemple été faits par Luc Boltanski et Eve Chapelleau dans le Nouvel Esprit du capitalisme. On a aussi mis l'accent sur la question de la dérégulation financière et de la financiarisation de l'économie, avec des conséquences qui ont pu être la délocalisation d'une grande partie de la production industrielle dans des pays à bas salaire, et un ralentissement de la croissance et un accroissement du chômage dans des pays d'Europe de l'Ouest, particulièrement en France ou en Italie. Mais Luc Boltanski et moi-même avons cherché à mettre l'accent sur un autre mouvement de transformation du capitalisme
mouvement que nous avons appelé une économie de l'enrichissement. Sur plusieurs aspects, les thèmes que nous traitons peuvent se rapprocher du travail de Andreas Reckwitz dans Die Gesellschaft der Singularitäten, mais nous mettons davantage l'accent sur la question de la marchandise. Alors, une critique que nous avons souvent eue, Luc Boltanski et moi, lorsque nous avons fait notre travail et après la parution du livre, était que nous donnons trop d'importance à l'économie de l'enrichissement et qu'il n'y avait pas de catégorie statistique appuyant de manière claire, en fait, notre démonstration. Pour donner une compréhension des transformations que nous décrivons de manière dans le livre, je vais d'abord commencer par une présentation avec quelques exemples qui permettront en fait d'éclairer le type de transformation que nous avons ou que nous repérons. Tout d'abord, dans des espaces qui étaient des espaces urbains fortement industrialisés, comme par exemple la ville de Arles, qui avait une industrie tournée vers la fabrication de trains. Il y avait beaucoup d'ouvriers et en fait, il y a eu une désindustrialisation dans ce type de ville, donc une petite ville du sud de la France. Et c'est une ville qui s'est tournée récemment vers ce qu'on appelle une économie de l'enrichissement, c'est-à-dire qu'avec une hausse du chômage et après la désindustrialisation, la ville s'est développée en se tournant vers le tourisme et en étant le centre d'une construction qui est faite par la fondation Luma, qui est construite par l'architecte star Frank Gehry, et qui est destinée à l'art contemporain. Le modèle de cette transformation à Arles, c'est la ville de Bilbao, et donc c'est la raison pour laquelle c'est le même architecte qui est au travail à Arles, puisque c'est lui qui avait construit le célèbre musée Guggenheim à Bilbao. Ce même architecte, Frank Gehry, est celui qui a construit la fondation Louis Vuitton à Paris. Et donc nous avons là, de manière en quelques images, si vous voulez, une illustration des liens entre la question du tourisme, la question de l'industrie du luxe et la question de la transformation à une échelle locale de l'ensemble de l'activité économique et aussi des structures sociales. J'y reviendrai. Mais ces transformations n'ont pas eu lieu seulement dans des espaces urbains suite à la désindustrialisation. Ils ont pu aussi avoir lieu dans des espaces ruraux, comme la région de l'Aubrac. C'est une région plutôt vers le sud de la France, qui, dans les années 60, était considérée par les anthropologues, les sociologues et les économistes comme une région où les paysans allaient disparaître et où il fallait archiver les pratiques, puisqu'on pensait en fait qu'il n'y en aurait plus. Parce que ce sont des petites exploitations agricoles d'environ 40 hectares, et que la question qui se posait, c'était le passage à la grande exploitation de type industriel. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Les prédictions ont été démenties, et c'est aujourd'hui une région prospère économiquement qui s'est tournée précisément vers ce que nous appelons l'économie de l'enrichissement, en développant par exemple la gastronomie pour des clients très riches, ce restaurant
qui est un restaurant de haute gastronomie, Brasse, avec une piste d'atterrissage pour les clients, pour les hélicoptères des clients riches, et qui est structuré de telle sorte qu'on puisse contempler le paysage qui est donc figé, comme s'il avait été toujours là. Et dans la région de l'Aubrac, il y a un petit village qui s'appelle l'Ailleul, où il y a ce restaurant, et qui s'est tourné, lui, vers l'artisanat, en développant des couteaux artisanaux, faits à la main, auxquels sont associés un récit, et pour faire ce récit et en quelque sorte mettre en collection le couteau, il y a un musée, et il y a un récit qui est fait sur ce couteau en expliquant que le couteau est fabriqué comme ça par les paysans depuis plusieurs siècles dans ce village. Alors, ce récit, en fait, est construit, comme souvent, et comme vous pouvez le constater, ce sont les couteaux qui existaient dans le village au XIXe siècle, et ils ont une forme extrêmement différente du couteau qui est vendu comme ayant toujours été fabriqué aujourd'hui. Dans les autres transformations importantes que je voudrais évoquer liées à l'économie de l'enrichissement, il y a deux grands mouvements qui sont donc liés de manière continue aux transformations spatiales dont je viens de parler, et qui sont d'une part la baisse très forte des ouvriers en France entre 1975 et aujourd'hui, puisque entre 1975 et 2009, on peut considérer qu'il y a presque la moitié des ouvriers qui ont disparu. Et de la même manière, il y a une baisse très importante du nombre de paysans dans cette même période. À l'inverse, un autre type d'évolution qui a attiré notre attention à Luc Boltanski et à moi, c'est ce phénomène maintenant bien connu, notamment avec les travaux de Thomas Piketty, qui est l'augmentation du nombre des plus riches, l'augmentation du nombre des inégalités depuis les années 80. Sur ce graphique, ce qui nous a intéressé, c'est que c'est un graphique qui a été élaboré pour un conseil pour les marques de luxe et qui justement est tourné, si vous voulez, vers pour cibler en fait les plus riches, c'est-à-dire en fait pour indiquer aux marques de luxe comment elles doivent adresser leur offre vers les plus riches et donc aussi vers les pays les plus inégalitaires pour viser les plus riches. Un autre type d'évolution qui, dans le même temps, depuis les années 80-90, nous a semblé important à souligner, c'est-à-dire que c'est l'augmentation des professionnels de la culture en France. Vous les voyez sur cette courbe en bleu. Le nombre de professionnels de la culture a particulièrement augmenté, beaucoup plus que le nombre d'actifs en France. Le terme enrichissement, nous l'entendons dans deux sens. Nous l'entendons dans le sens, en français, il peut signifier à la fois Bereicherung, et ça correspond à l'augmentation des plus riches, c'est-à-dire l'enrichissement des plus riches, et il correspond aussi à un autre sens qui est Anreicherung, qui est que les objets qui sont mis en valeur dans ce type d'économie sont enrichis par un récit. Ce déplacement en fait du capitalisme, nous considérons qu'il se caractérise par une sorte de déplacement théorique dans le même temps et qui est le passage d'une société de consommation qui était très critiquée dans les années 1960 à une société que l'on pourrait dire de commerce.
Alors, en mettant l'accent sur la question de la marchandise et sur les choses elles-mêmes, nous sommes interrogés sur la question du prix des choses et sur la question de la valeur. En effet, nous avons considéré qu'on ne pouvait pas seulement traiter les choses sur le mode de la distinction sociale, comme par exemple le fait Pierre Bourdieu dans la distinction, mais qu'il fallait aussi prendre en compte le fait que les choses étaient l'objet d'échanges commerciaux, ce que les économistes font, mais que les sociologues font un peu moins. Et nous avons articulé ensemble la question de la valeur et la question du prix. La question de la valeur est au centre de la réflexion sociologique depuis Durkheim, et nous avons considéré pour notre part que la valeur pouvait être traitée comme la justification ou la critique du prix des choses. Critique et justification sont des opérations qui reposent toujours sur un dispositif argumentatif et donc qui nécessitent le recours au discours. C'est pourquoi nous parlons de formes de mise en valeur. Et comme ces formes de mise en valeur sont discursives, nous considérons qu'elles sont structurées comme l'est toute opération reposant sur l'usage du langage. C'est pourquoi nous avons essayé de distinguer un certain nombre de principes organisant ces formes de mise en valeur, et nous nous sommes tournés vers l'idée ou le concept de groupe de transformation tel que Claude Lévi-Strauss l'avait utilisé pour construire un modèle permettant d'organiser les formes de mise en valeur. Nous avons considéré qu'il pouvait y avoir deux grands aspects pour distinguer les formes de mise en valeur. Un premier aspect, c'est ce que nous avons appelé la présentation, c'est-à-dire la manière dont les choses sont présentées. Et nous avons opposé une présentation que nous avons appelée analytique et qui repose sur le récit, c'est-à-dire comment on raconte, comment on associe un récit à une chose, à un autre type de présentation qui est une présentation que nous avons appelée, la présentation narrative, et l'autre présentation que nous avons appelée analytique, et qui est une présentation en quelque sorte par le codage ou par des descriptions de qualité des choses. Par exemple, vous pouvez comparer des produits et puis les noter, et donc avoir avec ce système de notation en fait une présentation correspondant à une sorte de codage des choses. Ou bien vous allez avoir une description qui va correspondre aux dimensions de l'objet, à son poids, etc. Et cette présentation, elle repose évidemment sur la question des différences, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir différencier les choses, aussi bien dans les récits que dans la présentation analytique. Et puis nous avons considéré en fait que les choses qui étaient commercialisées étaient dotées d'une puissance marchande liée au prix. Et nous sommes partis d'un étonnement très simple, c'est que une même chose, comme cette bouteille d'eau, pouvait avoir son prix qui baisse dans le temps, si c'est un objet standard, et si ensuite on le revend d'occasion, quand il recircule. Mais si par exemple c'est un objet de collection, son prix peut augmenter pour le même chose. Alors,
nous avons donc considéré qu'il était possible de prendre en quelque sorte au sérieux cette double évolution pour une même chose, c'est-à-dire ou bien le prix augmente quand la chose recircule, ou bien le prix baisse quand la chose recircule, et que ce n'était pas seulement un effet de rareté, mais qu'on pouvait l'expliquer d'une autre manière. À partir de ces deux types de critères, nous avons donc distingué 4 formes de mise en valeur. La forme standard, la forme tendance, la forme actif et la forme que nous avons appelée collection. Pour 2 formes, il y a une présentation analytique, la forme standard et la forme actif. Pour 2 autres, en fait, c'est la présentation narrative qui est centrale. Et dans le cas de la forme standard et de la forme tendance, nous considérons qu'il y a une puissance marchande négative, c'est-à-dire que le prix baisse quand la chose recircule. Et pour la forme actif et pour la forme collection, nous considérons que la puissance marchande peut être positive, c'est-à-dire que le prix peut augmenter quand la chose recircule. À partir de ces critères, nous avons élaboré 4 schémas structuraux correspondant aux 4 formes de mise en valeur. Le premier correspond donc à la forme standard, qui est une forme, je vais y revenir tout à l'heure, qui a l'air la plus banale pour nous aujourd'hui, mais qui nous est apparue au cours du travail comme étant la forme la plus originale. Et dans cette forme, qui est souvent décrite comme étant une forme où en fait on uniformise les différences qui sont nécessaires pour faire du profit, repose en fait sur les différences entre les prototypes. Une deuxième forme, c'est la forme collection. Cette forme, elle est extrêmement originale. Nous considérons en fait que, je vais revenir aussi sur ce point plus tard, que la collection systématique est une forme qui s'est mise en place progressivement seulement à partir du XIXe siècle. Et dans cette forme, une des particularités, c'est que les exemplaires ne peuvent pas être reproduits. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. On peut toujours reproduire des choses. Mais pour que la forme fonctionne, il faut faire peser un interdit de reproduction pour garder les objets uniques. Ça, c'est une nouveauté qui, évidemment, s'est mise en place avec la propriété, enfin avec le statut, le droit lié aux auteurs et la propriété intellectuelle aussi. Et dans cette forme, la présentation narrative est liée au récit du passé et donc à ce qu'on peut raconter sur les choses. Une troisième forme, c'est la forme tendance, qui est une forme qui a pour particularité d'être cyclique et dans laquelle en fait les objets peuvent être aussi associés à un récit, mais dans lequel le prix des objets va baisser dans le temps, alors que dans la forme collection, le prix peut augmenter. Et une quatrième forme, c'est ce qu'on appelle la forme active. Souvent, il y a une confusion sur cette forme, c'est-à-dire que nous considérons que nous sommes toujours avec des objets matériels, et que nous ne sommes pas sur des actifs financiers. Et précisément, en fait, il y a des objets qui peuvent servir d'actifs, notamment les objets de collection. Quand on travaillait, il y avait cette affaire du Cornelius Gurlitt, qui avait chez lui un grand nombre de peintures
Et les estimations étaient tellement impressionnantes qu'on se disait, mais on voit bien que ça joue comme un actif. Et un des critères en fait, dans cette forme, c'est la question de la liquidité. C'est-à-dire qu'il faut que les choses, pour servir d'actifs, puissent circuler. Et si un objet est considéré comme étant trop précieux, en fait, sa liquidité peut être bloquée parce qu'il va être classé, par exemple, trésor national, et donc il ne va plus pouvoir circuler. Une des particularités de ces 4 formes de mise en valeur, c'est qu'elles sont liées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas indépendamment. Et les objets eux-mêmes, ils sont appelés à circuler d'une forme à une autre. Je vais prendre un exemple qui est cette table. Donc c'est une table qui a été fabriquée pour la cité universitaire à Paris, que peut-être certains connaissent, qui était une table donc, de fabrication, on peut dire, standard, de type industriel, et qui a été dessinée par un designer qui s'appelle Jean Prouvé en 1956. Quand la cité universitaire a été refaite, cette table aurait dû partir et être jetée comme un déchet, en fait, puisque dans le devenir des objets standards, leur destinée, c'est un devenir déchet. Et elle a été en fait prise par des marchands d'art, qui ont ensuite fait un travail de valorisation de la table, c'est-à-dire aussi en mettant un discours sur qui était Jean Prouvé comme designer, etc. Donc elle a basculé dans la forme collection, et elle a été vendue en 2014 aux enchères pour plus de 1 million d'euros à un collectionneur américain. Et donc elle a continué sa migration pour aller vers la forme actif. Les processus que nous avons décrits, c'est-à-dire à la fois le fait d'utiliser la question des différences, l'exploitation des différences, et le fait de faire des déplacements sont tirés dans une dynamique qui est celle du profit. Nous avons considéré dans notre modèle que nous pouvions articuler la valeur au profit en faisant référence au fait que quand vous achetez une chose, en fait, elle n'a jamais seulement un prix, mais elle a toujours au moins 2 prix. C'est-à-dire que vous pouvez dire « Ah, mais ça, si je l'achète à la cafétéria ici, elle vaut plus cher ou moins cher que si je l'achète au supermarché à côté. » Et donc cet élément de comparaison, en fait, qui fait qu'une chose n'a jamais un seul prix, mais 2 prix, nous l'avons appelé métaprix. Et c'est sur cette question du métaprix que le profit peut se faire. Donc plutôt que de mettre l'accent sur le travail et sur la plus-value travail, comme Marx l'a si bien caractérisé, nous avons en fait mis l'accent sur un autre type de plus-value, qui est un type de plus-value marchande, qui a été notamment exploré ou travaillé par Fernand Braudel, mais sur des questions des déplacements géographiques. Et bien sûr, la plus-value marchande peut s'appuyer sur des déplacements géographiques, mais ce qui nous a intéressé, c'était que dans le modèle ou dans les modèles que nous développons, la plus-value marchande s'appuie sur des déplacements entre des formes de mise en valeur. Alors, une question que nous nous sommes posée, c'est que s'il existe des structures de la marchandise, comme nous l'avons décrit, est-ce que ces structures ont toujours existé? Et si elles n'ont pas toujours existé,
comment elles se sont mises en place. Nous avons fait l'hypothèse que les structures de la marchandise telles que nous les décrivons se sont mises en place progressivement à partir du XIXe siècle, avec au cœur la forme standard. On pourrait, et c'est souvent le cas, toujours trouver, si vous voulez, faire une généalogie des différentes formes que nous avons décrites. Par exemple, pour la forme standard, dans la fabrication de l'armement, où on devait fabriquer de manière identique des objets, on pourrait dire que ce serait peut-être l'origine de la forme standard. Une autre origine de la forme standard qui peut être évoquée, c'est la fabrication du livre, même si les historiens ont montré qu'au XVIIIe siècle, le texte imprimé était loin d'être standardisé. En ce qui concerne les collections, une critique qui nous a été faite souvent, c'était de dire qu'il existe des collections depuis bien longtemps avant le XIXe siècle, et certes, il existe des cabinets de curiosité, mais nous avons considéré que la collection systématique, telle qu'elle a été notamment mise en récit par Balzac dans un livre qui s'appelle Le Cousin Pons, en fait, cette forme collection, elle date du XIXe siècle. On pourrait dire pareil pour la forme active, c'est-à-dire que le fait que des choses soient utilisées pour stocker de la richesse, on pourrait en trouver des exemples antérieurs à ce que nous décrivons, par exemple notamment dans les oignons de tulipes en Hollande au XVIIe siècle, qui étaient utilisés pour stocker de la richesse. Donc on connaît en fait toutes ces possibilités de généalogie différentes, mais malgré tout, nous considérons que les structures de la marchandise se sont mises en place à partir de la forme standard et que cette nouveauté peut se comprendre par rapport à la manière dont les objets étaient commercialisés et circulés sous l'Ancien Régime, donc avant le XIXe siècle, dans lesquels en fait beaucoup d'objets, comme ils étaient très différents, eh bien, ils ne pouvaient pas être unifiés. Et puis deuxièmement, en fait, comme il n'y avait pas d'unification des monnaies, en fait, les prix pouvaient être extrêmement différents. Et donc, une des grandes ruptures qui a été faite et qui en fait est la cause ou la source des structures de la marchandise telles que nous le décrivons, est cette forme standard appuyée sur le droit de la propriété intellectuelle qui permet d'avoir un monopole de reproduction des objets. Alors, comment les activités que sont le luxe, le tourisme, la patrimonialisation et la culture sont articulées ensemble dans l'économie de l'enrichissement? C'est-à-dire comment est-ce que, au fond, la forme collection est liée à ce que nous appelons l'économie de l'enrichissement. Pour le comprendre, il y a un petit graphique qui est malheureusement en français, mais où vous avez à la fois les touristes qui viennent, dans un espace qui est un espace patrimonialisé, avec une narration qui est mise en scène par la culture, et des objets qui sont des objets empruntant, si vous voulez, à la forme collection, notamment les objets du luxe. Un exemple pour vous faire comprendre en fait en image ce schéma est par exemple l'exposition qui a eu lieu au Grand Palais, qui était l'exposition de Louis Vuitton. Ce sont des valises donc destinées au tourisme, qui étaient exposés comme des objets de collection. Alors ici, vous avez Luc Boltanski, parce que nous sommes des sociologues qui faisons de la théorie, mais aussi du terrain. Et donc, qui regardaient les valises. Et Louis Vuitton, le créateur de la marque, était lui-même présenté comme un artiste, en quelque sorte, qui était aussi un collectionneur. Il collectionnait des tickets d'hôtel.
Et Louis Vuitton, par ailleurs, avait fait appel à des stars de l'art contemporain, ici Damien Hirst, pour dessiner des valises. Et à la fin de l'exposition, vous aviez un artisan qui fabriquait donc à la main des objets. Donc vous avez en fait ici l'ensemble des opérations, des activités qui souvent sont présentées de manière séparée, liées à ce que nous appelons l'économie de l'enrichissement. Cette économie, elle se développe géographiquement dans des lieux qui doivent pouvoir être mis en valeur par un récit du passé et ce que nous avons appelé des bassins d'enrichissement, de la même manière qu'on parlait de bassins industriels dans les endroits où il y avait de l'industrie. Il y a des conditions de réussite pour que ça puisse fonctionner et tous les lieux en fait ne permettent pas à l'économie de l'enrichissement de se développer. Un des aspects en fait de cette transformation économique est qu'elle est liée ou qu'il faut la mettre en rapport à des transformations qui sont des transformations de distribution des richesses à l'intérieur de la société. Dans la mesure où les objets qui sont au cœur de l'économie de l'enrichissement sont des objets liés au passé, en fait, ce type d'économie bénéficie d'abord à ceux qui les possèdent et dans la mesure où ils peuvent être transformés en forme ou passer dans la forme active, c'est-à-dire stocker de la richesse, ils permettent aussi en fait, aux plus riches de devenir encore plus riches. C'est-à-dire que une des particularités de l'économie de l'enrichissement est qu'elle est extrêmement liée en fait, à l'accroissement des inégalités et à cette manière dont les plus riches deviennent plus riches. En mettant le focus sur les objets, on voulait attirer aussi l'attention sur le fait que les objets dans les descriptions de l'accroissement des inégalités sont très peu pris en compte. C'est-à-dire que très souvent, par exemple dans les travaux faits sur l'accroissement des inégalités, l'accent est mis ou bien sur le patrimoine immobilier ou bien sur la détention des actifs financiers, mais les objets eux-mêmes en fait sont assez peu pris en compte, alors que par exemple quand il y a des successions pour des héritages de personnes très riches, on peut régler une partie de la succession en donnant des objets à des musées. Et donc il y a bien une valorisation en fait, ou un prix en fait, de ces objets, premièrement. Et deuxièmement, toujours pour insister sur le fait que ce type d'économie a pris un poids important, en tout cas au moins dans certains pays comme la France ou l'Italie, c'est que si vous regardez la composition des, par exemple, 10 personnes les plus riches, ou des 50 personnes les plus riches pour un pays comme la France ou un pays comme l'Italie, et que vous comparez entre les années 60 et les années 2010, eh bien vous verrez apparaître en fait précisément les personnes qui possèdent des groupes de luxe qui en fait n'existaient pas dans les années 60, qui à la place il y avait des gens qui avaient des groupes industriels. Donc pour conclure, les analyses sur les transformations du capitalisme, comme je l'ai dit, ont été souvent faites sur l'organisation de la production, sur l'internationalisation de la finance, sur le développement de l'endettement ou sur le développement de l'économie digitale et d'Internet. Bien sûr, toutes ces transformations sont importantes, mais notre point de départ, c'était que certes, bien, on peut parler de la numérisation, de la digitalisation et de la dématérialisation des choses, mais le paradoxe, c'est que nous n'avons jamais été environnés d'autant de choses matérielles. Et donc, la question que nous souhaitons
ou ce sur quoi nous souhaitons mettre l'accent, c'était cette question de comment les choses circulent dans ces transformations qui ne sont pas seulement des transformations liées à la digitalisation ou à des problèmes de financiarisation. Et un autre type d'opération que nous avons souhaité faire, et je le dis d'autant plus ici que c'est un congrès de sociologie, c'était de rapatrier la question des prix du côté de la sociologie et non pas seulement en la laissant aux économistes. C'est-à-dire que très souvent, d'abord la sociologie prête peu attention aux prix et quand elle y prête attention, la plupart du temps, elle le fait en important ou en se mettant en position d'importer des catégories des économistes et au fond, elle a quelque chose aussi à dire sur les prix qui est quelque chose de différent de la manière dont les économistes la construisent. Et un des enjeux du livre, c'est d'attirer l'attention des sociologues sur ce point. Dans la mesure où nous avons construit ces 4 formes, nous avons considéré en fait que puisque les choses pouvaient circuler d'une forme à une autre, on pouvait parler d'une sorte de capitalisme intégral. La traduction en allemand peut être Integraler Kapitalismus ou Vollkapitalismus dans le livre en fait, qui fait que ce type d'économie ou le type de capitalisme tire parti de toutes les formes possibles de différence pour faire du profit, aussi bien en augmentant ou en baissant le prix des choses, et que cette conception en fait, du capitalisme intégral devait conduire à repenser une partie de la critique, notamment en fait de la critique qui prenait appui sur l'art comme extériorité du capitalisme et qui voyait uniquement le capitalisme sous la forme d'une uniformisation des choses, puisque en réalité le capitalisme tire appui pour faire du profit de la différence, non pas seulement de l'uniformisation. Je vous remercie pour votre attention.